Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Vous le savez qu'à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de cette nouvelle émission Gros Plan, aujourd'hui sur la ville de Nanterre. On s'intéresse au plan éducatif de cette célèbre cité des Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris, des nombreux défis à relever, notamment sur le plan des apprentissages. On parlera de la santé de nos enfants, comment vont les élèves, sur le plan physique, bien évidemment, mais aussi sur le plan mental. Et là, il y a aussi beaucoup à dire. Où sont les psys de l'éducation nationale et surtout, comment vont-ils? Vaste débat, vaste question. On en parle dans un instant avec notre invité. Il y aura bien évidemment au programme de cette émission une loupe, la loupe d'Alix. Oui, et je vous parle d'authenticité, un incontournable dans le tissu associatif de Nanterre. Je sens le jeu de mots. Authenticité. Bravo. On est pas mal. Dans 15 minutes. On y va. Bonjour Jean-Pierre Belli. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, j'ai employé un ton un peu solennel. Bonjour Jean-Pierre Belli. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le principal, c'est l'atterrissage. Maire adjoint en charge de l'action éducative de Nanterre, inspecteur général honoraire de l'éducation, c'est comme ça qu'on dit, du sport et de la recherche. Comment allez-vous? Pour le moment, tout va bien, même si je suis assez ému de défendre dans votre chaîne et sur vos ondes l'engagement de Nanterre face aux difficultés que connaissent les villes populaires en matière notamment de mixité scolaire et de santé mentale des jeunes. Le sentiment que ce n'est pas la même chose quand on traverse effectivement le périph', on va largement en parler. Combien d'élèves à Nanterre? Dans le premier degré, puisque c'est de la compétence d'une ville, 10 000 enfants. Si vous deviez, Jean-Pierre Bellier, qualifier cette jeunesse, quel mot choisiriez-vous? Insouciante, combattante, inspirée, éclairée, stressée, en colère, préoccupée? Alors ça dépend de la tranche d'âge à laquelle on fait référence. Je pense que... Pour les 8-10 ans, par exemple. Sur les 8-10 ans, je pense que c'est en attente de quelque chose. Dans le sens où, aujourd'hui, la question scolaire est parfois un peu réduite à ce qu'on appelle les apprentissages dits fondamentaux. C'est-à-dire, avec le choc des savoirs de M. Attal, quelque chose de l'ordre des acquisitions purement fonctionnelles des apprentissages. Alors qu'en vérité, nos gamins, ils ont besoin de culture, ils ont besoin de sport, ils ont besoin d'aller au théâtre, ils ont besoin de découvrir le monde. Et quelquefois, les programmes scolaires ont plutôt vocation à les enfermer dans quelque chose de tellement formel qu'ils en souffrent beaucoup. Jean-Pierre Bellier, j'ai entendu votre petite intonation quand vous avez parlé de choc des savoirs. Il y a un côté un peu marketing dans tout ce qui se fait en ce moment ou pas forcément? C'est toujours difficile de traduire les guillemets oralement. Voilà. Et de cette manière, c'est aussi une façon d'exprimer, on va dire, le regard un peu interrogatif, dubitatif de l'inspecteur général que j'ai été, de l'enseignant que j'ai été. Pendant combien de temps? J'étais enseignant à Nanterre. Oui, question surprise. En 73. En 73. 73, j'ai commencé comme enseignant à Nanterre. Donc, vous voyez, ça ne rajeunit pas. 73, mais quand même du XXe siècle, pas du XIXe. Quand même. Ouais, quand même. Avec quelle évolution, justement, comment votre regard a changé sur ce très beau métier, le plus beau métier du monde, et peut-être sur les difficultés auxquelles doivent faire face les professeurs? La question mériterait 4 heures. Ouais, on a 30 minutes. Peut-être que justement cette dimension on va dire ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des compétences psychosociales, puisque c'est la terminologie à la mode, et certainement a été réduite en quelque sorte dans la façon dont les enseignants pouvaient accompagner le développement des enfants. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une espèce de pression. Alors elle est légitime à certains égards, notamment le fait que les gamins ont beaucoup plus de difficultés à lire parce qu'ils sont noyés dans d'autres activités, notamment avec les écrans. Les écrans, bien sûr. Donc effectivement, on est obligé de compenser d'une certaine manière à l'école ce qui ne se fait plus en dehors de l'école, mais c'est au détriment d'autres choses. Et c'est vraiment au détriment de tout ce qui est apprentissage sociaux, apprendre à vivre ensemble, apprendre à établir des liens, apprendre à faire en sorte que finalement on ne soit pas réduit à une machine.
machine on n'en a à jamais apprendre. autant parlé qu'aujourd'hui. De... Des soft skills, comme vous dites. Oui, pour en parler, on en parle. Ouais. Oui. De l'importance que ça a dans la construction Oui, d'un oui, humain, on en quoi. parle. Oui, non, vous avez tout à fait raison, on en parle. Mais dans le choc des savoirs, est-ce qu'on en parle? Non, on parle des apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, lire, écrire, compter. Oui, c'est essentiel. On ne va pas discuter. Moi, je suis psychologue, j'ai été enseignant. Si j'avais effectivement pas veillé à ce que tous les enfants qui sont passés dans ma classe ne développent pas ces apprentissages, j'aurais pas fait mon job. Mais il y a à la fois à être sur les hard skills, pour reprendre la terminologie consacrée, mais sur les soft skills et même sur ce qu'on appelle les mad skills, les compétences folles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là, mais ce qui fait qu'un enfant réussit dans son parcours, c'est à la fois effectivement qu'il maîtrise les savoirs fondamentaux, qu'il maîtrise aussi, tout ce qui fait qu'il va être en capacité de vivre avec ses congénères et avec les générations du dessus ou du dessous, mais le petit grain, non pas de folie, parce que mad skills, ça parle, évoquerait folie, mais le petit grain d'originalité, le petit grain le supplément d'âme, comme dirait la chanson. Voilà. Et quand on recrute plus tard, puisque dans ma vie, j'ai fait des tas d'autres choses, c'est ça que je suis allé chercher. Les savoirs fondamentaux, les hard skills, pas de souci. Les soft skills, oui, c'est un sujet. Mais ce qui va être déterminant dans la façon ou le choix qu'on va faire de privilégier un profil plutôt qu'un autre, c'est aussi, bien évidemment, ce petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, ça se travaille dans l'enfance, bien évidemment. On a commencé l'émission en parlant des 8-10 ans à Nanterre, des petits Nantériens. Concernant ceux qui sont un petit peu plus âgés, les pré-ados et les ados, on a évoqué effectivement dans le sommaire la santé physique, mais surtout la santé mentale. Est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui la dimension santé mentale, les problèmes mentaux de nos tout-petits ? La réponse est dans la question que vous posez, bien évidemment, bien évidemment. Alors, on va, même si on fait, j'allais dire, non pas l'impasse, mais qu'on ne prend pas en compte l'épisode douloureux de la pandémie, du Covid, il n'en reste pas moins que, bien évidemment, le fonctionnement de la société française est un fonctionnement qui, bien évidemment, a tendance à laisser sur le bord du chemin tous ceux qui ne sont pas parfaitement en phase sur le plan de la santé mentale, qui ne sont pas suffisamment, en équilibre entre leur structure personnelle, je ne parle pas de personnalité, mais en tout cas de structure psychique personnelle, et les attentes du monde qui les entoure. Et cette difficulté-là, elle peut bien évidemment être, abordée, traitée au sein du système éducatif par effectivement une approche qui prend en compte un certain nombre de considérations d'ordre psychologique, et d'ordre psychologique dans toute la panoplie, dans toute la palette que la psychologie offre, que ce soit les neurosciences. Personnellement, j'ai une formation en neurosciences, donc non seulement je ne critique pas, mais je pense qu'elle est essentielle dans l'approche psychologique qu'on peut avoir, mais aussi dans l'approche clinique, dans l'approche psychopathologique. Même la psychanalyse nous a apporté des choses. Il y a, vous savez, souvent une tension très forte au sein du système éducatif, et qui a fait que les psychologues n'ont jamais eu le vent en poupe jusqu'à 2017, on va dire, au sein du système éducatif. C'est que dans l'administration de l'éducation nationale, la psychologie était vue uniquement sous l'angle de la psychanalyse. Et donc, évidemment, dès qu'on parle psychanalyse, on projette ou on provoque surtout des résistances, parce que effectivement ça interpelle, ça interroge, y compris ceux qui au sein du système éducatif par exemple sont dans une lutte incessante pour le pouvoir. Les psys de l'éducation nationale ont donc toute leur place effectivement dans ce système. Ils sont ô combien importants aujourd'hui, et vous le rappelez, mais ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ben écoutez, il y en a non, mais il y en a chez vous ? Ah ben bien sûr, il y en a. Enfin, il y en a d'autant plus chez nous où effectivement il reste, même si depuis, on va dire, les deux quinquennats qui se succèdent, leur nombre a été réduit à peau de chagrin, portion congrue ou peau de chagrin, au choix. Et il reste
Pas moins qu'il y a quand même, je dirais, sur le terrain des psychologues qui sont à l'éducation nationale les psychologues les mieux formés, puisque contrairement aux idées reçues, les psychologues d'éducation nationale sont tous d'abord psychologues avant de passer le concours. Et une fois qu'ils passent le concours, ils ont une année de formation complémentaire. D'accord. Voilà, donc ils sont bac plus 5 plus 1. On ne dit pas bac plus 6, on dit bac plus 5 plus 1. Donc vous voyez qu'à l'éducation nationale, on a fait depuis 2017 l'effort, y compris budgétaire, de recruter des psychologues particulièrement bien formés. Mais ils sont vous disent quoi aujourd'hui, ces insuffisants. Un psychologue pour 1600 élèves environ. Wow. Si vous regardez la Finlande, 1 pour 200. Voilà, cherchez l'erreur. On a tout dit. A-t-on tiré la moindre leçon, Jean-Pierre Bélier, après l'embrasement des banlieues l'été dernier, consécutivement à la mort du jeune Naël? Ça s'est passé, je rappelle, chez vous. Tout le monde a vécu les événements qui ont suivi effectivement la mort de Naël, la mort tragique de Naël, et peut-être aussi avec un point non pas un point d'orgue, mais un moment particulièrement difficile, à savoir celui de la Marche Blanche. Parce qu'en vérité, les gros événements qui ont suivi la mort de Naël, se sont plutôt déroulés au moment et après la Marche Blanche. Oui. Pour des raisons qui conviendraient d'analyser de façon un peu plus précise, dans la mesure où, à l'issue de la Marche Blanche, les forces de police ont, d'une certaine manière, réorienté tous les marcheurs, il y avait, je crois, 6000 participants à cette marche, vers un seul quartier, bien évidemment le quartier du Parc, la station Nanterre préfecture pour ceux qui connaissent. Et finalement, la plupart des dégradations qui ont eu lieu à ce moment-là. C'est-à-dire, et dans cet environnement-là. Et ce qui a été assez troublant, c'est de voir que pendant tous ces moments difficiles, nous, en tant qu'élus, nous étions dehors jour et nuit pour essayer un peu de comprendre, de canaliser et je veux dire d'établir un dialogue avec les jeunes qui voulaient en découdre. Et 8 mois après, vous avez compris ? Et alors, je finis parce que c'est important de comprendre que la plupart des jeunes qui ont commis des dégradations à Nanterre n'étaient pas des jeunes de Nanterre. D'accord. Et que c'était des jeunes de Nanterre qui essayaient de les en empêcher. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est passé un petit peu sous les radars. Il y a eu un avant et un après à Nanterre en termes de politique éducative, surtout pour ce qui est de la mise en œuvre pour favoriser l'intégration sociale. Oui, je vais répondre à la question, mais vous avez raison de la reformuler ainsi. Oui, bien évidemment. Alors, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises en direction des jeunes adolescents, parce que effectivement, c'était de ce côté-là que la blessure était la plus vive. La plus difficile à cicatriser, que ce soit en termes de sensibilisation, que ce soit sur les problématiques de sécurité, sur les comportements justement à favoriser dans le cadre des activités des services de la jeunesse, des services de l'action éducative. Systématiquement, on a veillé à ce que, en quelque sorte, les enfants, quel que soit leur âge, mais notamment les adolescents, bien sûr, soient, entre guillemets, débriefés. Débriefés, c'est-à-dire qu'on verbalise, qu'on fasse en sorte que chacun d'entre eux, dans la mesure de sa capacité à pouvoir exprimer ce ressenti, puisse, bien évidemment, dire ce qu'il a vécu. Et ça s'est fait dans quel cadre ? Dans le cadre des services jeunesse, par exemple, des centres de loisirs, dans le cadre du périscolaire. Si c'est la question que qui est sous-jacente à ce que vous formulez, c'est bien évidemment souvent dans le cadre périscolaire. Parce qu'en vérité, l'action de la ville
par définition, n'impacte pas autant qu'on pourrait parfois même le souhaiter, le temps scolaire. Mais c'est dans les activités périscolaires, dans les activités complémentaires de l'école, c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on essaye au maximum de trouver... Ce sont les agents du périscolaire, en fait, qui ont été briefés, formés, entre guillemets, en express pour récupérer la parole de ces jeunes et comprendre. Quand je vous quitte tout à l'heure, je vais rencontrer des animateurs où on va travailler, on va parler notamment, par exemple, des valeurs de la République, de la laïcité, de tous ces sujets-là, parce que finalement, au quotidien, ce sont eux qui sont en interaction permanente avec nos jeunes. Aux premières loges, tout à fait. Les médiateurs, puisque vous le savez peut-être, à Nanterre, il y a une équipe importante de médiateurs qui sont en permanence au contact des jeunes et qui travaillent avec eux, qui parlent avec eux et qui essaient... Comment vous faites pour harmoniser, par exemple, le discours autour d'une notion comme la laïcité, qui est un peu complexe aujourd'hui, entre toutes les entités, la mairie, les établissements, le périscolaire? Comment on harmonise une parole au sein d'une ville? On peut harmoniser ce qui relève de nos prérogatives. Donc, effectivement, le discours, j'allais dire, à peu près construit autour de ces questions-là, comment je pourrais dire ça, s'échange, s'élabore dans un certain nombre d'instances, un certain nombre de structures, de commissions. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait pénible pour vos téléspectateurs, mais un certain nombre d'entités dans lesquelles on aborde ces questions-là. Je vous le disais à l'instant, tout à l'heure, je vais rencontrer une cinquantaine d'animateurs qui sont en formation et avec lesquels je vais aborder les questions de laïcité, notamment le port des signes extérieurs religieux, de telle sorte que ça leur donne à la fois l'occasion de mieux comprendre le concept, quand ils seront de nouveau répartis dans tous leurs centres de loisirs, et de le partager avec les enfants. D'avoir des éléments de langage. Voilà, plus que des éléments de langage, parce que il faut travailler avec l'objectif de convaincre, de les convaincre eux pour qu'ils soient en situation de pouvoir convaincre les jeunes filles, notamment, qui parfois essayent un peu de jouer avec les marges. Mais vous savez, c'est intéressant. Souvenez-vous de l'épisode de l'Abaya à la rentrée. C'était un contre-feu pour vous ? Pardon ? C'était un contre-feu pour vous ? L'épisode de l'Abaya. Contre-feu, je ne sais pas si c'est... je le qualifierais pas comme ça, je le qualifierais d'abord d'opération de communication, parce que ce que j'allais évoquer, c'est que, ce que je voulais dire, pardon. Le lycée Joliot-Curie avait été désigné par le ministère, par le ministre d'alors, comme étant un des 7 établissements dans lesquels les médias devaient aller voir ce qui allait se passer, Et donc moi-même, en tant qu'ancien du lycée et connaissant bien un peu nos publics de jeunes lycéens, je m'étais rendu à l'entrée du lycée à 7h du matin et j'ai rencontré un de vos confrères de CNews, c'est ça ? Oui, CNews. Il se trouve que je le connaissais. Et qui me dit, je discutais avec lui, il me dit, on vient faire des images parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des jeunes filles qui vont être là pour essayer de rentrer de force avec une tenue vestimentaire inappropriée. Il a été très déçu parce qu'en vérité... c'est pas à Nanterre qu'il y a eu des difficultés de cette nature. Il y en a eu dans des tas d'autres endroits, mais pas à Nanterre. Je suis pas dans le déni, je dis pas qu'à Nanterre, tout est rose, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, on a tendance... Aux abords de Joliot, ça a été chaud, effectivement, pendant de nombreux jours. Vous étiez aux premières loges, vous savez. Ouais. Voilà. On va parler du ghetto scolaire. Pour en finir avec le séparatisme, cet ouvrage signé Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre, et François Dubé, juste après la loupe d'Alix Nguyen. Oui, je te prends par surprise, Alix. Et moi aussi, j'ai été pris par surprise. Direction le Parc Sud à Nanterre, l'un des quartiers où le tissu d'association est le plus dense, ma chère Alix. Et parmi elles, il y a authenticité. Et oui, une force vive dans le quartier depuis 30 ans. En 1993, elle se concentrait principalement sur l'accompagnement scolaire et des activités culturelles et sportives. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. On écoute Loubna Benazi, la directrice d'Authenticité. Notre association a pour objet la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes.
Nous répondons à cet objectif par le biais d'actions en direction d'un public enfant et d'un public adulte. Nous proposons pour les enfants de l'accompagnement à la scolarité, des activités ludiques et éducatives, des animations de quartier, des sorties familiales. Nous aidons aussi les adultes dans le cadre de leur démarche administrative. Nous avons donc une action accès au droit, aide administrative. Par le biais de cette action, nous aidons les familles en fracture numérique à faire des démarches sur Internet, à remplir des dossiers, à régler leurs soucis administratifs. Et chaque soir après l'école, des bénévoles de l'association offrent une aide aux devoirs à des élèves du CP jusqu'à la 3e. Les jeunes sont pris en charge individuellement ou en petits groupes. L'association propose aussi un soutien renforcé aux élèves en difficulté, une action menée main dans la main avec les établissements scolaires et les familles. Des ateliers de renforcement des compétences sont également proposés. Ils permettent aux jeunes de développer des aptitudes dites essentielles comme la méthodologie, la gestion du temps, la concentration et la motivation. Et puis, poids important, Authenticité fournit une aide précieuse dans la recherche de stages, une vraie épine dans le pied pour les jeunes du quartier qui manquent de réseau professionnel. Les équipes leur apprennent à rédiger un CV, une lettre de motivation ou à répondre de façon adaptée aux offres de stage. Quant à l'avenir, Authenticité est pleine de projets. Loubna aspire, entre autres, à développer des partenariats avec les entreprises locales pour rendre plus accessible aux jeunes l'opportunité de décrocher des stages. Le tissu associatif est très dense à Nanterre. Il est essentiel. Il est essentiel et historique d'une certaine façon. On l'a évoqué avec Authenticité. On a effectivement dans chacun des quartiers permis à un nombre important d'associations qui effectivement au départ étaient toutes concentrées sur l'accompagnement scolaire, sur l'aide aux devoirs et qui petit à petit ont élargi leur spectre justement de façon à répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées par les jeunes qui ne sont pas, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, uniquement d'ordre scolaire. Oui. En fait, ce sont des associations qui parfois réparent les liens qui peuvent exister entre les différentes générations au sein des quartiers, parce que le fait mais ne serait-ce que par la présence de leur local au cœur des quartiers. Exactement. Et puis du profil des personnes qui viennent faire l'accompagnement des jeunes, que ce soit au devoir ou à d'autres activités, parce que le lien intergénérationnel dans nos quartiers populaires, il est essentiel. Et il est parfois difficile quand il s'agit de deux générations qui se succèdent. Vous savez, nos jeunes écoutent moins leurs parents que leurs grands-parents. C'est toujours un modèle que je fais valoir. On évoquait tout à l'heure l'histoire Naël. Regardez, qui a réussi à calmer les jeunes dans leur mouvement de revendication après cette marche blanche? C'est la grand-mère de Naël. Les jeunes ont davantage écouté la grand-mère de Naël que la maman de Naël. Elle qui était bien évidemment au premier chef blessée meurtrie par le décès de son fils. Mais c'est la grand-mère qui a été déterminante d'une certaine manière. Parce que les jeunes ont plus non pas de considération, mais plus d'oreilles à ce que disent. Oui, c'est une sorte de parole sacrée. Voilà, c'est ça. Les grands-parents. Le ghetto scolaire. Le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme, c'est le titre de l'ouvrage de l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, et donc de François Dubé. Quel écho a eu cet ouvrage chez vous et quelle initiative avez-vous entrepris à Nanterre? Oh là, alors, beaucoup de choses. L'écho, je veux dire, il est... Vous êtes aligné avec ce qui est dit dans cet ouvrage? Oui, totalement. Totalement. Écoutez, la preuve en est, on a rendu public une décision du Conseil d'État hier concernant le transfert de 2 sections internationales qui étaient logées à Courbevoie vers Nanterre. D'accord. Voilà. Et malgré le recours de la ville de Courbevoie contre l'État. Donc, vous voyez bien qu'il y a un sujet là, qui est un sujet de rééquilibrage en quelque sorte, j'allais dire, d'une offre scolaire
la plus optimale possible dans une ville qui, par définition, est constituée de 6 quartiers politiques de la ville et de la majorité des collèges qui sont en REP ou en REP+. Donc si on ne provoque pas de manière un peu ostentatoire ou ostensible ce rééquilibrage, il ne se fait pas naturellement. On va pas raconter l'histoire de Courbevoie, mais il y avait à Courbevoie l'an dernier 17 sections internationales. Il y en avait une et uniquement au collège à Nanterre. Cherchez l'erreur. Jean-Pierre Bélier, je vous cite. Article que vous avez écrit chez nos confrères de Mediapart. La question de la mixité scolaire est autant celle traitant de la généreuse dotation d'argent public au privé, sans réelle contrepartie, que celle relevant du manque de courage des pouvoirs publics nationaux à permettre au système éducatif de la République de remplir toutes ses missions. Tout ceci fait partie d'un tout, et ce tout n'est autre que la complicité de l'État dans l'acceptation d'une ségrégation scolaire assumée. Ces mots sont très durs. Est-ce que c'est la triste vérité ? Ces mots sont très durs. J'en conviens tout à fait. Et ils sont d'autant plus durs qu'ils viennent d'un fonctionnaire de l'État qui a exercé pendant toute sa carrière et qui a terminé donc sa vie professionnelle comme inspecteur général. Mais je suis malheureusement contraint par la succession de décisions qui sont prises régulièrement, de me dire qu'il y a une certaine forme de résignation. Voilà. Je ne pense pas que c'est volontariste de la part des pouvoirs publics et des gouvernements, notamment les derniers, de pratiquer cette forme de ségrégation, mais il y a une complicité implicite. Je parlais de Courbevoie. La création des 17 sections internationales à Courbevoie s'est faite dans un accord de gré à gré, entre guillemets, entre la ville de Courbevoie et le ministère de l'Éducation nationale. À aucun moment, les villes qui composent l'établissement public territorial du secteur, il y a 11 villes, dont Courbevoie, Nanterre, n'ont été consultées pour dire, finalement, est-ce que vous accepteriez d'accueillir une section internationale ? Pourquoi vous évoquez la possibilité d'un acte 3 de décentralisation Oui, je vois que vous avez bien lu effectivement ce papier. Qu'est-ce que ça permettrait ? Ça permettrait au moins de trouver un modus operandi à l'échelon territorial qui aurait pour conséquence que les décisions feraient partie d'un compromis, d'un consensus, au moins, si ce n'est pas un compromis, au moins un consensus. Ou un compromis, si ce n'est pas un consensus, plutôt dans l'autre sens. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne en tuyau d'orgue. La carte scolaire, c'est l'État qui la décide. L'affectation des collégiens dans les collèges, c'est l'État qui le décide. L'accord des dérogations scolaires, c'est l'État qui l'organise. Si on regarde la sectorisation des collèges, c'est le département qui la décide. Finalement, sur les collèges, la ville, elle est un peu spectatrice. Donc, elle essaye, avec ses petits bras, de proposer des activités complémentaires. Mais en vérité... Oui, de dépasser le statut d'exécutant, quoi. Bien sûr. Donc, si à un moment, on ne peut pas... Mais, in fine, le maire ou ses adjoints, ce sont eux qui sont à portée de baffe. Donc, les reproches sur notamment le manque de mixité de tel ou tel collège, à qui ils sont adressés ? Ni à l'État, ni au département. À vous. Voilà, c'est à l'élu local, l'élu de quartier ou l'élu sur un secteur donné, qui se trouve en prise directe avec monsieur ou madame Michu, qui vous dit « mais je comprends pas pourquoi telle situation dans le collège ». Oui. Comment on baisse pas les bras ? Comment on arrive à rester positif ? En voyant justement cette jeunesse, ces gamins qu'on ne peut pas laisser tomber ? Parce que je vais vous faire une petite confidence. Lorsque le maire précédent, Patrick Jarry, m'a proposé de rejoindre sa liste pour le mandat en cours, il a fallu que je réfléchisse sur la raison pourquoi j'allais accepter, alors que j'avais pas besoin de ça pour... C'est la retraite ? Oui, non. Je n'étais pas en retraite à l'époque. Encore, ok. Non, pas du tout.
Et en fait, je lui ai dit une seule chose. Je lui ai dit, finalement, ce dont j'ai envie, c'est de rendre à Nanterre ce que Nanterre m'a donné. J'ai jamais été engagé en politique, voilà, j'ai jamais été encarté nulle part. C'est pas ma tasse de thé, mais j'ai été obligé de reconnaître que mon enfance à Nanterre a été une enfance qui, malgré mes origines sociales, a été une enfance plutôt heureuse. Et si elle a été heureuse, c'est parce que il y avait le théâtre des Amandiers. Vous imaginez bien que j'étais pas d'une famille où on fréquentait les théâtres, mais Nanterre m'a emmené au théâtre des Amandiers. J'ai découvert La Cerisay, j'ai découvert donc Tchekhov, j'ai découvert des comédiens, etc. J'ai découvert Pierre Debauche, Antoine Vitesse. Puis après, j'ai découvert la musique, j'ai découvert... Et je parle du théâtre des Amandiers, mais c'était pareil avec des tas d'autres activités. Et finalement, quand on se rend compte qu'on est passé de la situation où j'étais à la situation où je suis aujourd'hui socialement, j'ai une dette. Et j'avais une dette envers la ville, donc je me suis dit que voilà, cette dette, j'ai essayé de m'en acquitter en m'engageant vraiment sur un mandat. Je n'ai pas d'ambition autre que celle-là, et de faire en sorte que Nanterre est devenue une des 8 villes de France qui est labellisée par l'ESCO comme ville mondiale apprenante. Il y en a 8 en France, des villes-là. Montpellier, Clermont-Ferrand, c'est Lille qui vient de rentrer. Nanterre. Voilà. C'est comme ça qu'on a réussi à faire en sorte que Nanterre ait une cité éducative qui est une référence. Voilà. C'est, j'allais dire, la trace qu'on peut laisser quand on a bénéficié soi-même d'une politique qui était une politique... à laquelle ça me fait toujours sourire. Je me souviens que Bernard Tapie a fait exactement le même genre de référence. En rencontrant son enfance dans une ville communiste, c'était une ville communiste, finalement il dit le sport était gratuit, le théâtre est très gratuit, toutes les activités qui faisaient qu'on ne restait pas à tenir les murs dans les immeubles. Accès à la culture gratuit aussi. Voilà. Jean-Pierre Bélier, un énorme merci. Merci Jean-Pierre Bélier, maire adjoint en charge de l'action éducative de Nanterre et inspecteur général honoraire de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Il faudra revenir, puisqu'effectivement, il y a bon nombre de sujets qu'on souhaite aborder avec vous. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.